Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous. Les Français veulent savoir. Parlons vrai ce matin avec Marine Tondelier, secrétaire générale des écologistes. Marine Tondelier, bonjour. Bonjour. Vous avez regardé l'intervention du président de la République en direct ou en différé? En différé. Les deux. Regardé. Une fois en direct. Attendez. Non. J'ai regardé en différé. 2 fois? Je voulais être sûre de bien comprendre. Mais parce que vous avez aimé alors. 2 fois. C'était très dense. C'est qu'on adore une intervention comme celle-là. Disons que je voulais essayer de faire le best-of de ce qui n'allait pas et j'avais beaucoup de mal à choisir. Donc j'ai regardé une deuxième fois et vraiment, voilà. Parce qu'il y a des trucs, après on se dit mais je dois être énervé, c'est pas possible. Vous réécoutez et si, il a vraiment dit ça. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? La première chose qui vous a ulcéré. C'était chronologique, donc du coup, comme tout m'a ulcéré, c'est le premier truc que j'ai entendu. Non, mais il y a quand même eu des moments d'anthologie où il nous dit quand même, pour avoir l'air proche du peuple, je suis un peu le mauvais élève de ma famille, je suis le seul qui n'ait pas fait médecine. Et vous sentez qu'il dit ça en pensant vraiment que c'est une phrase qui va le mettre en proximité avec les Français, parce que lui aussi, ce serait la France d'en bas, où il vous explique que, en fait, il vous explique ses solutions en étant convaincu que c'est vraiment ça qui va changer votre vie, mais il n'a pas bien compris les problèmes des Français, parce que je pense que l'uniforme, les cours de théâtre à l'école, la Marseillaise, enfin tout ce qu'il a pu nous dire sur l'école, ok, il peut nous proposer ça s'il veut, mais est-ce que c'est ça qu'attendaient les Français? Je vais revenir sur la tenue unique. Je préfère tenue unique à uniforme, moi. Ah bah vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Bon, mais je vais revenir sur la tenue unique, Marine Tondelier. Je voudrais insister sur un point d'actualité important. 68 400 000 habitants en France, mais baisse de la natalité, moins de 700 000 naissances en 2023, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette baisse de la natalité, c'est inquiétant. Mais c'est pas un sujet d'être inquiétant ou pas, c'est un sujet de pourquoi. Et en fait, qu'est-ce que ça raconte de notre société? Nous sommes à un moment de l'histoire où les générations, les jeunes générations, se posent la question de faire des enfants ou pas. Premièrement, parce que le monde dans lequel on vit est extrêmement angoissant. Et le gouvernement, de ce point de vue-là, rajoute quand même de l'angoisse à l'angoisse. Moi, quand j'entends la conférence de presse... L'opposition de droite et de gauche, même chose. Oui, mais sauf que le gouvernement, c'est eux qui gouvernent. Oui. Et qu'à un moment, quand Macron dit « il n'y a pas assez d'enfants, ça ne va pas », est-ce qu'il y a une seconde, il se demande pourquoi? Est-ce qu'il se rend compte quand on est jeune en ce moment dans ce pays, et qu'on se dit, est-ce que j'ai un enfant ou pas? Dans quel univers on projette ses enfants? Dans une France à plus 4 degrés? Et puis très concrètement, comment je vais faire pour le garder? Où je vais pouvoir accoucher avec toutes ces maternités qui ferment et un accès aussi, y compris à une maternité de proximité qui est compliquée. Est-ce qu'il faut encourager la natalité? Non, mais lui, il finit à la fin en disant réarmement. Déjà, on n'a pas besoin d'armes pour avoir des enfants, c'est pas trop le concept. Et donc vraiment, il a rien compris. Et puis, il nous parle d'infertilité. Et il a raison d'en parler. C'est un sujet éminemment important de santé publique. 300 000 Français qui sont touchés. À aucun moment, il ne pose les questions de fond de l'infertilité, de notre environnement qui est pollué et du fait qu'on s'empoisonne à chaque verre d'eau qu'on boit, à chaque bouffée d'oxygène qu'on respire, dans ce qu'on mange, et que on vit dans un environnement qui rend infertile. Et ça, par exemple, il élude. Lui, donc, il pose comme ça des trucs, puis après, c'est réarmement. Sur tous les sujets, c'était ça. Il veut armer tout le monde, comme s'il avait un déficit de virilité qu'il voulait compenser en disant des armes, c'est la guerre, tout ça. Mais ça n'a pas de sens. Les gens, c'est pas des armes dont ils ont besoin, c'est de confiance. Est-ce qu'il faut encourager la natalité? Je vous pose la question. C'est un vrai sujet, mais le vrai sujet derrière ça, pour moi, est un sujet de liberté et de confiance. Et donc, les femmes, les hommes n'ont pas besoin d'injonction. On ne décide pas de faire un enfant parce qu'Emmanuel Macron a dit à la télé qu'il fallait faire un réarmement démographique. Parce que j'entends certains dire ne pas avoir d'enfants sauverait la planète. J'entendais. Non, mais ce qu'il faut surtout, c'est du respect. Du respect des personnes qui décident de ne pas vouloir d'enfants. Vous ne dites pas cela. Mais en fait, les gens font ce qu'ils veulent. Et la politique doit être à sa place, pas dans le quotidien. Et la décision de faire un enfant ou pas est une décision personnelle. Et moi, en fait, c'est pas parce qu'Emmanuel Macron va crier qu'il veut réarmer la démographie et dire à la télé qu'il faut faire des enfants que les Français vont se mettre à en faire enfants. S'ils n'ont pas de maternité, s'ils n'ont pas de crèche, s'ils n'ont pas assez d'argent, s'ils n'ont pas de logement, s'ils n'ont pas confiance dans l'avenir, c'est ça les sujets. Et donc je pense que c'est lunaire d'avoir un président dans un discours en plus ultra réactionnaire
guerre qui finit par nous dire réarmement démographique. Enfin, c'est quoi la suite? C'est la servante écarlate et je trouve ça, en tant que femme, franchement, ça m'a plongée dans un profond malaise. Je me suis dit, mais de quoi il se mêle? Laisse-moi tranquille. Et je sais que beaucoup de femmes l'ont ressenti comme tel. Bien, l'écologie à la française, c'est une écologie de justice et de souveraineté, c'est ce qu'il a dit. Vous l'avez entendu, ça. Alors moi, à chaque fois que Macron dit justice, je m'étrangle. Excusez-moi, mais je ne suis pas sûre qu'il soit le mieux placé pour en parler. Bon. Pourtant, il y a des succès. La France connaît des succès. En écologie ? Oui, dans le domaine écologique. Allez-y, je prends des notes. Le CO2. La France est l'un des pays d'Europe dont les émissions de CO2 liées à l'énergie par habitant sont les plus faibles, par exemple. Alors, l'écologie, c'est pas que le CO2. Le CO2, c'est une bataille cruciale du climat. C'est hyper important. Pour le climat, c'est Mais l'écologie, c'est global. L'écologie, déjà, c'est le rapport au vivant. Et donc, je constate, on appelle ça le carbone vision tunnel, où tout le monde est obsédé sur le carbone, et le carbone, c'est important, mais on oublie tout le reste. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'effondrement du vivant. Mais vous vous réjouissez tout de même de cette progression. Il y a trop peu de bonnes nouvelles pour que je me permette de ne pas m'en réjouir. Bon, d'accord. Bon. Si vous voulez, quand je vois que 60% des oiseaux des champs ont disparu en Europe depuis 40 ans. 60% des oiseaux des champs. Je n'ai pas envie d'être rassurée. Et c'est pas parce que on a Emmanuel Macron qui se rue sur des chiffres. Puis en plus, ces chiffres-là, moi je vois entre les inventaires du CITEPA, entre les chiffres du Haut Conseil pour le climat. C'est comme les chiffres pour l'emploi. Je les ai recoupés quand même sur plusieurs études. Hein. C'est ça, mais on sait aussi par exemple qu'il y a eu moins d'émissions au moment du Covid parce qu'effectivement les gens ont moins pris l'avion, etc. L'électricité la plus décarbonée d'Europe. Et puis tout d'un coup sur les vols par exemple, sur l'avion, c'est en train de repartir à la hausse de manière complètement incontrôlée. On le voit bien. Vous n'allez pas empêcher les gens d'aller en vacances ou de prendre l'avion. Par ailleurs, il n'y a pas besoin de prendre l'avion pour aller en vacances, je vous rassure. Mais on voit bien que je veux pas que les gens se disent, parce qu'en fait, dans l'environnement, c'est tellement stressant, tellement préoccupant, tellement anxiogène, qu'on a tendance à se raccrocher à la moindre micro-bonne nouvelle en disant c'est bon, tout est réglé. Mais vous aviez une idée d'ailleurs. C'était quoi? C'était limiter le nombre de vols par personne. J'en ai beaucoup, donc. Non, c'était vous qui avez cette idée? Non, mais je me souviens. Non, c'est vrai ou pas? C'était vous? Mais moi, je pense limiter le nombre de vols par personne. Ça ne va pas concerner grand monde, hein, déjà, qu'on se rende bien compte que pour certaines personnes, ils ne sont pas en train de dire j'ai le droit à combien parce qu'ils n'y ont pas accès. Mais je pense qu'il faut arrêter de donner envie aux gens. Est-ce que vous êtes favorable à ça? Je suis favorable à ce qu'on arrête de donner envie aux gens d'avoir des comportements climaticides. Je suis favorable à ce qu'on réduise la pub. Donner aux gens de partir en vacances. Donner envie aux gens de partir en vacances. Notre société valorise les comportements les plus climaticides. Réussir, prendre l'avion, avoir des consommations ostentatoires. Oui, mais aujourd'hui, réussir, il y a plein de manières de réussir. On peut en débattre 6 heures si vous voulez. Aujourd'hui, ce qui est valorisé par la société comme signe de réussite, c'est d'habiter à Dubaï pour faire ses TikTok depuis Dubaï, c'est de prendre l'avion tout le temps, c'est d'avoir la plus grosse montre, des consommations ostentatoires, la plus grosse voiture. Vous voyez, il y a un imaginaire collectif partout, dans la culture, dans les films, dans les séries, dans les publicités, qui valorise ça. Et moi, j'en avais déjà parlé, comme pour une loi E20. Vous savez, quand on s'est dit à un moment sur le tabac et l'alcool, on a un problème, on va interdire de valoriser ces comportements. Je pense qu'il faut une loi E20 aujourd'hui sur tout ce qui est climaticide. Je veux que quoi? Je veux que quand on regarde la télé, la publicité, par exemple, la publicité. Je pense qu'il faut interdire pour la pub. Les compagnies d'aviation ou pour, je sais pas moi, Ça veut dire que, vous voyez, on n'est pas au truc interdire les comportements. Ce serait liberticide. Mais arrêter de valoriser, de faire comme si c'était ça qui était souhaitable. Donc on interdit quoi? Et de mettre un pognon de dingue sur la table pour donner envie aux gens d'avoir ces comportements et donc frustrer ceux qui ne peuvent pas les avoir, qui par ailleurs des comportements qui vous rendent pas vraiment plus heureux à la fin. Et je pense qu'on a un vrai problème de société autour de ça et que si on commençait déjà par ça, on limiterait beaucoup de choses climaticides. En tout cas, on arrêterait de les survaloriser. Le succès de la voiture électrique, vous vous réjouissez? Je ne sais pas si on peut encore parler de succès de la voiture électrique. Progression, forte progression. Regardais les chiffres. Vu d'où on partait, c'est sûr que la progression va être forte au début. Mais la vraie question derrière l'électrique, c'est qui y a accès aujourd'hui. Et je suis désolée de vous dire que les plus précaires n'y ont toujours pas accès. D'ailleurs, ils n'ont toujours pas accès à la voiture tout court. Hein, il y a une voiture abordable, à un prix abordable, là, qui vient de sortir. Pas en quantité suffisante, évidemment, pour que tout le monde y ait vraiment accès. Et puis, par ailleurs, il faut voir aussi quelles sont les voitures électriques aujourd'hui sur le marché. Combien ça vaut une voiture électrique? Beaucoup trop cher. Et je peux vous dire, mais ça dépend laquelle. Il y a plein de voitures. Beaucoup trop cher, mais... Mais il y a un truc de qui y a accès et qui accède à la voiture. Vous savez qu'il y a une voiture à moins de 25 000 € maintenant.
Et 25 000 €, c'est très très cher, monsieur Bourdin. Enfin, je ne sais pas qui a les moyens de s'acheter des voitures à 25 000 €. Avec les aides. Elles sont combien les aides? Avec les aides. Même avec les aides, ça reste très très cher. Oui, 25 moins 8, ça fait quoi? 25 moins 8, ça fait... Vous savez qu'elle n'est pas à 25 000 €? Oui. Elle est fabriquée en Europe. Évidemment qu'il faut mieux la fabriquer en Europe qu'en Chine, mais je vois... Je ne vais pas vous demander quelle est cette voiture parce que... Non, mais vous n'avez toujours pas... Parce que vous ne le savez pas, mais c'est pas grave. Non, parce que c'est inutile de vous dire que les voitures, c'est pas ma passion dans la vie, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas le plus accessible. Et ça reste non accessible pour beaucoup de Français. Si je vous parle de la voiture électrique, parce que c'est quand même un vrai succès, et on doit s'en réjouir. J'imagine que vous faites la promotion de la voiture électrique, j'imagine. Plus de 100 000 bornes. Je fais pas la promotion de la voiture, tout court. Ah non. Mais je dis que si vous avez besoin d'une voiture, je préfère qu'elle soit électrique et qu'on doit se battre pour que toutes les personnes qui ont besoin d'une voiture aient accès à une voiture électrique accessible financièrement. Marine Tondelier, vrai problème. Le président de la République a très peu ou pas parlé de logement. Est-ce que ça, c'est sûr. Oui. Est-ce que pour vous, c'était un vrai problème? C'est ce qui vous a aussi irrité? C'est indécent parce qu'on est dans une vague de froid et je pense que celles et ceux qui suivent l'actualité ont bien vu qu'il y avait des morts dans la rue de froid ces derniers temps, qu'il y a plus de 3000 enfants qui, chaque nuit, se retrouvent sans aucune solution d'hébergement. 3000 enfants chaque nuit, que c'est 59% de plus que l'hiver dernier. C'est ça le bilan d'Emmanuel Macron. Et que ça devrait nous horrifier. Il devrait y avoir un branle-bas de combat général pour arrêter ce scandale humain qui est le mal logement, en particulier des enfants, mais pas que. Et qu'en plus, les solutions existent. Vous voyez, Gabriel Attal, que je rencontrerai la semaine prochaine, il pourrait réquisitionner des logements. Qu'allez-vous lui dire d'ailleurs? Il pourrait réquisitionner des logements. Il y a tellement de logements vides dans ce pays et 3000 enfants à la rue. Vous demandez la réquisition donc, de tous les logements vides. C'est possible, c'est un outil à portée de main qui s'active assez facilement, tout le permet. Et quand on se dit qu'on laisse dormir 3000 enfants à la rue chaque nuit par un simple manque de volontarisme politique, moi ça me met hors de moi. Hors de moi. Et donc, quand Macron vient, déjà, qui nous demande de faire des enfants, puis après, il nous explique comment on doit les élever, pas d'écran, l'uniforme, la Marseillaise, ok. Mais vous voyez bien que tout ça est bien peu de choses à côté du problème fondamental, qui est le fait que 3000 enfants dorment dans la rue chaque nuit dans ce pays. Aller dormir dehors. C'est de ça dont il devrait s'occuper. Mais aller dormir dehors après avoir bien dîné dans un restaurant voisin, n'est-ce pas le comble quand même? De qui parlez-vous, monsieur Bourdin? Pas pour vous, parce que vous n'y étiez pas. Et par ailleurs, je mange pas de steak. Parce que je suis végétarien. Oui, mais d'autres y étaient. Mais je pense que la personne dont vous parlez, parce que j'y suis allée hier, figurez-vous, hier soir, j'ai rencontré cet asso qui... N'est-ce pas le comble quand même de la démagogie? Mais la personne dont vous parlez n'a pas dormi là. Ah bon, il était juste au restaurant. Non, mais d'autres en restaurant ont dormi. D'autres ont dormi, effectivement. Après être allé au restaurant et je pense que beaucoup de politiques devraient faire ce genre de choses. Premièrement, en solidarité pour les personnes qui, elles, sont censées défendre. C'est lapsus révélateur pour certains. Et puis aussi pour se rendre compte de ce que c'est. Parce que je pense que la politique éloigne parfois des réalités, le confort matériel qu'apporte aussi la politique à certains et que on perd le sens des réalités. Et ce que je vous disais sur les solutions que soi-disant apporte Macron aux enfants, alors qu'il y en a 3000 qui dorment dans la rue, qui ne font rien, montre à quel point une distance s'est installée entre les préoccupations réelles des Français, celles qui souffrent le plus, et donc qui attendent le plus de la politique et les politiques. Bien, en ce qui concerne l'éducation, effectivement, il y a eu beaucoup de mesures annoncées par le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, aujourd'hui Premier ministre, et par Emmanuel Macron. Alors, l'apprentissage de la Marseillaise au primaire, c'est déjà prévu. Ce n'est pas effectif. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai appris la Marseillaise à l'école. Ça n'a pas changé ma vie. Mais je vois. C'est bien d'apprendre la Marseillaise à l'école. C'est ni un problème ni une solution, j'ai envie de vous dire. Je ne vois pas quel problème des Français ça va résoudre. Et surtout, j'ai pas compris à quel moment c'était nouveau et révolutionnaire, puisque ça existe déjà. Et c'est bien le problème avec la conférence de presse de Macron, c'est qu'il a annoncé plein de choses qui en fait existent déjà, sont pas les choses les plus fondamentales qui amélioreront le quotidien des Français, dont les préoccupations sont la crise environnementale, le pouvoir d'achat, le mal logement. Et ça, il n'en a pas parlé. Préoccupation principale. Le pouvoir d'achat. Dites-moi, est-ce qu'il faut déconventionner l'école, collège, lycée Stanislas? Selon vous? Alors, on ne comprend quand même rien à cette histoire. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup suivi la polémique du lycée Averroès, qui a été déconventionné, vous savez, à Lille, et qui est un lycée privé musulman. Mais j'allais y venir, ou alors là, parce que c'est un lycée que je connais bien, on n'a jamais eu les éléments. D'ailleurs, on s'est battu avec un sénateur UMP, Jean-René Le Serre, avec le directeur de Sciences Po Lille, Pierre Mathiot, qui tous disent on aimerait avoir les éléments, parce que peut-être qu'il s'est passé quelque chose de très grave, mais on ne comprend pas. Et là,
Pour Stanislas, c'est l'inverse, c'est qu'on commence à avoir beaucoup d'éléments, dont ne serait-ce que vous savez, le règlement intérieur sur les tenues vestimentaires, où les filles doivent avoir les cheveux attachés, tout ça, on lit des trucs, ce serait dans un lycée confessionnel musulman, ça ferait hurler tout le monde. Et donc, ce qui est problématique dans ce cas-là, comme dans plein d'affaires en France, c'est le 2 poids 2 mesures. C'est permanent dans ce pays. C'est qu'il y a on va aller poursuivre, voire harceler certaines populations, certains établissements sur des choses, ou vraiment aller couper les cheveux en 4. Et par ailleurs, on va laisser des espaces de non-droit pour des ultra-privilégiés qui, en fait, souvent sont les enfants des ministres. Et ça, c'est encore un problème parce que ça donne un vrai sentiment d'injustice. Un peu de politique. Le Premier ministre pour l'instant, on en a déjà parlé de politique. Oui, une autre, mais là, je parle très politique. Politique politicienne. Ah, chouette. Le Premier ministre prononcera sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Enfin, c'est pas la peine, Macron l'a déjà fait. Le 30. J'ai envie de vous dire que c'était très peu respectueux. J'ai jamais vu un président de la République qui fait le discours de politique générale avant son Premier ministre qui doit être sur une chaise et puis écouter comme ça pendant 2h30 son discours de politique générale qui fait pas, c'est Macron qui le fait. On ne sait pas, par exemple, si l'électricité augmentera de 10%. Bah, j'ai compris que oui. J'ai compris qu'il n'était pas trop tard pour qu'ils y renoncent. C'est ce que je leur demande de faire. Mais c'est un vrai sujet parce que vous voyez, ils nous disent on va baisser les impôts sur le revenu de 2 milliards. De 2%. Mais 2025. Les impôts sur le revenu, il n'y a que 50% des Français qui les payent. Et donc, c'est 50% des Français qui ont les moyens de les payer. Donc, on considère qu'ils doivent payer l'impôt sur le revenu. Oui, on paye l'impôt sur le revenu quand on gagne 2 500 € par mois, par exemple. Quand vous augmentez, oui. Mais je vous parle des 50% qui gagnent moins que ça. Quand vous augmentez de 10% le prix de l'électricité, là, c'est pour tout le monde. Et on va le faire à un moment que les Français comprennent bien, où le prix de l'électricité baisse. Il n'y a plus sur le marché ces tensions. Grâce tensions au nucléaire, dues au fait que les centrales nucléaires, d'ailleurs, ne marchaient plus, je vous rappelle. Oui, mais enfin, aujourd'hui... Non, c'est pas grâce au nucléaire que ça va mieux. C'est à cause du nucléaire que ça a dysfonctionné. Aujourd'hui, la France exporte de l'électricité grâce au nucléaire. Une centrale sur 2 ne fonctionnait pas il y a 1 an. Et c'est pour ça qu'il y avait des tensions, il faut le dire aux Français. Mais bien sûr. Aujourd'hui, ces tensions sont finies. Si on exporte de l'électricité, c'est parce que le nucléaire fonctionne. La Commission de régulation de l'électricité nous dit, aujourd'hui, les tensions sont finies. Et donc, le gouvernement va augmenter la taxe. Et donc, c'est bien une décision de leur part d'augmenter le prix de l'électricité, donc ils peuvent y renoncer. Et là, c'est une décision qui va toucher tout le monde. Pour quelqu'un qui se chauffe à l'électricité, en moyenne, c'est 2 000 € par an de facture d'électricité. C'est 150 € d'augmentation qui va frapper tout le monde, y compris les plus précaires qui n'ont pas d'alternative pour aller refaire leur isolation, leur système de chauffage, et donc qui sont captifs, qui vont être prisonniers de cette augmentation, et je trouve ça inadmissible. Marine Tondelier, il y aura donc ce discours du Premier ministre, motion de censure déposée par la gauche, vous joignez à cette motion de censure? Je ne suis pas parlementaire, je soutiens tout ce que fait mon groupe, et s'ils le font, je pense qu'ils auront effectivement raison de le faire. Volonté de censurer un gouvernement avant qu'il ait commencé à travailler. On ne sait même pas encore qui va être dedans, puisque voilà. Mais alors, franchement, ils n'ont peut-être pas commencé à travailler, mais on en a vu assez. Bon, tout ce qu'on vient de se dire le montre. Dites-moi, les européennes, Raphaël Glucksmann est en hausse dans les sondages. Le candidat de Place Publique du PS est le premier à gauche. Est-ce que vous envisagez une liste Moi, j'ai vu un sondage ce matin où c'était 9-9. Oui, mais vous auriez... Pourquoi pas une liste commune ? 9 plus 9, ça fait 18. Parce que la politique, c'est aller devant les électeurs et présenter son programme. Ça, c'est la normalité des choses. Il y a des élections où on ne peut plus le faire, parce que, notamment dans la Ve République, l'élection présidentielle a un scrutin qui défavorise ça et qui fait que si on veut avoir une chance d'avoir son camp au sens large au 2e tour, il faut se réunir, ce qui n'est pas très démocratique. Parce que moi, il y a plein d'écologistes dans ce pays qui veulent pouvoir mettre des bulletins verts dans l'urne, figurez-vous. Et donc, il se peut qu'en 2027, communistes, écologistes, insoumis, socialistes doivent faire une candidature commune. Moi, je le soutiens pour avoir une chance d'être au 2e tour pour tous les gens qu'on représente. Commune en 2027. Je l'ai toujours dit, j'ai une position constante là-dessus. Une union à gauche. Vous travaillez à une union à gauche. De la gauche et des écologistes. Non, mais de la gauche et... Parce que l'écologie ne se résume pas à la gauche. Et la gauche ne se résume malheureusement pas à l'écologie. Il y a des écologistes qui ne sont pas de gauche. Je pense qu'il y a des gens de gauche qui ne sont pas écologistes, et je pense que l'écologie n'est pas résumée à la gauche. Évidemment qu'elle est éminemment sociale, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Tout ça pour vous dire qu'en 2027, je travaillerai à ça, et vous me connaissez, je suis une personne assez déterminée. C'est ma détermination, ma conviction, et on fera tout pour que ça marche. À une union à gauche pour 2027, aux européennes, avec ou sans Jean-Luc Mélenchon. Attendez, j'ai pas fini sur les européennes. Mais aux européennes, c'est une proportionnelle à un tour. Et donc on n'empêche personne d'être au 2e tour puisqu'il n'y en a pas. Donc laissez-nous présenter un bulletin vert pour que les écologistes puissent dire je veux une Europe plus environnementale, plus sociale, plus fédérale. Ce sera possible et c'est ça la démocratie. Et en 2027, avec ou sans Jean-Luc Mélenchon? Alors ça, j'ai envie de vous dire, c'est à lui de décider.
C'est-à-dire parce que pour l'instant, il se place... S'il décide d'être candidat en 2027, vous rangez derrière lui. C'est pas exactement comme ça que ça se passe, la démocratie, y compris au sein de la gauche et des écologistes. Avec lui, c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est pour ça que je vous dis, c'est à lui de décider. Il y a une aventure collective qui commence à s'écrire. Énormément de monde dans ce pays, et je ne parle pas que d'Olivier Faure. Vous rangeriez derrière Jean-Luc Mélenchon ? Mais c'est pas ça le sujet. Non, mais c'est pas. Désolée de vous dire que la vie ne doit pas s'écrire comme ça. Sujet, non, Marine Tondelier. Le sujet, vous le savez bien. Le sujet, c'est qui a envie de faire ensemble. C'est votre problème. Puis sur quel projet. On doit commencer par le projet. Si on commence par se discuter de comment on décide de qui, alors on est dans la Ve République, dans l'hyper-présidentialisation. C'est une fausse route. Nous sommes en train de dire qu'on en a marre du présidentialisme, qu'on en a marre de la Ve République, qu'on veut tout changer. Alors on ne va pas s'appliquer à nous-mêmes ces règles-là. On va commencer par travailler sur le projet, figurez-vous. Quel projet de transformation écologique et sociale pour ce pays. Et on va le faire avec tous ceux qui veulent, et pas juste les partis. Les syndicats, qui sont des forces vives dans la rue, les associations. Et une fois qu'on sera d'accord sur cette plateforme programmatique, alors on décidera qui est la personne la mieux placée, pas juste pour être au deuxième tour. Moi, je m'en fous d'être au deuxième tour. Je veux qu'on gagne. Je veux qu'on gagne pour tous les électeurs qui attendent ça. On peut gagner avec Jean-Luc Mélenchon ? C'est une vraie question, mais c'est pas une question que pour Jean-Luc Mélenchon, c'est une question pour tout le monde. Non, mais c'est la figure émergente, pardon. Et je veux qu'on se la pose. Marine Tondelier, peut-être Marine Tondelier, candidate en 2027. Mais je veux qu'on se pose cette question en ces termes, c'est comment on gagne. C'est pas... La vie politique française ne se résume pas à Jean-Luc ou pas Jean-Luc. C'est pas contre lui, c'est pas pour lui. Et si c'était une écologiste ou un écologiste qui conduise la liste de gauche, ce serait une idée formidable. Mais ce que j'ai dit aussi, c'est qu'on ne doit pas faire de ça un préalable à toute union, parce que si chacun fait ça, alors on condamne notre camp à l'échec. Et nous, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'espoir. C'est de dire que c'est possible. Et moi, j'y crois fermement. Bien. Marine Tondelier, sur l'Ukraine, décision d'Emmanuel Macron, la France va envoyer à l'Ukraine des missiles et plusieurs centaines de bombes. C'est une bonne décision ? Alors moi, je suis pacifiste. Et c'est sûr que c'est des moments où ça ébranle nos convictions. Parce qu'on se retrouve à moi, je soutiens cette décision parce qu'on n'est pas dans un pacifisme béat. En train de se dire, là, par exemple, l'Ukraine, débrouillez-vous, on est pacifiste. Parce que c'est un pays qui est agressé, clairement, dont le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, dont l'intégrité des frontières est remis en question par un agresseur, Vladimir Poutine, et que ce qui se joue en Ukraine, c'est bien plus que l'avenir du peuple ukrainien. C'est l'avenir de la paix et de la liberté sur notre continent. Il faut bien se rendre compte que si l'Ukraine venait à perdre ou la Russie à gagner, c'est pas la fin de l'histoire. C'est le début d'autre chose, et que Vladimir Poutine ne s'en arrêterait pas là, que pour les pays baltes, que pour la stabilité de l'Union européenne, c'est quelque chose de grave. Et l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN ? Dans l'OTAN ou dans l'Europe ? Dans l'Europe et dans l'OTAN. Moi, je pense que ce processus a été activé, que c'est une très bonne chose. Alors évidemment, ça prendra du temps, mais vous savez, le simple fait d'être candidat officiel, d'être reconnu comme tel, donne droit à énormément d'aide. D'aide sociale, d'aide militaire, et je pense que c'est un symbole géopolitique très puissant que l'Europe n'abandonnera pas l'Ukraine. Alors j'ai une dernière question. Est-ce que vous comprenez la colère des agriculteurs français ? Évidemment. Vous la comprenez ? Mais je pense que n'importe lequel d'entre nous serait très en colère à leur place. Vous savez qu'il y a 200 exploitations agricoles qui disparaissent. Qui disparaissent chaque semaine dans ce pays. 200 chaque semaine. Vous savez ce que disent les agriculteurs, des normes environnementales, notamment venues de l'Europe, trop élevées. Il y a entre 1 et 2 suicides par jour. Oui. Par jour. Et pourquoi ? Et donc, je veux bien qu'on explique à un moment que c'est de la faute des écologistes. Je ne le pense pas, parce que vous pouvez supprimer tous les écologistes de France et même du monde. Il y aura encore 200 exploitations qui ferment chaque semaine. Il y aura encore 1 ou 2 suicides par jour. Et il y aura les problèmes d'accès à l'eau que l'on connaît, des problèmes à cultiver du maïs dans une France à plus 4 degrés. C'est pas de la faute des écologistes. Et celles et ceux qui veulent vous faire croire ça, cherchent des boucs émissaires. Quand on cherche un bouc émissaire en politique, c'est qu'on n'a pas la solution à donner aux gens. Et donc, plutôt que d'admettre que c'est compliqué, on dit c'est de la faute des écologistes. Et la caractéristique des boucs émissaires dans l'histoire du monde, c'est qu'ils sont toujours innocents. Donc, j'invite les personnes qui disent ça à regarder le fond des problèmes avec nous, car nous avons des solutions, que nous aimons les agriculteurs. Moi, j'ai des grands-parents agriculteurs. C'est une profession qui me tient énormément à cœur. Nous voulons d'ailleurs qu'il y ait 1 million de paysans en 2050 dans ce pays, parce que c'est un beau métier, qu'il faut produire local, qu'il faut produire bien. Mais aujourd'hui, je pense qu'on doit lâcher la grappe aux agriculteurs, et que c'est pas qu'un problème de normes environnementales. Regardez ce qu'on leur demande au quotidien. Ils sont plus souvent devant des écrans que dans les champs. Vous avez vu les formulaires qu'on leur demande de remplir ? Non-traitement, par exemple. Vous demandez l'élargissement. Oui, parce que je pense que on doit avoir une agriculture qui est bien pour les paysans, qui est bien pour les animaux, qui est bien pour les riverains, et que tout ça cohabitera mieux
avec moins de pesticides. On voit bien que c'est un sujet aussi d'extrême tension et qui n'est pas qu'un sujet de tension du côté des riverains, mais aussi pour les agriculteurs qui sont les premiers exposés aux substances qu'ils exposent. Et puis on peut revenir à l'infertilité dont on a parlé tout à l'heure si vous voulez. On voit bien que tout ça est assez lié, mais nous aimons les agriculteurs et je ne laisserai personne dire l'inverse dans ce pays. Nous avons bouclé la boucle. Merci Marine Tondelier d'être venue nous voir ce matin à 8h59 0826 300 300. Vous réagissez juste après les infos.